Brestoise, l'expression dit que toutes les bonnes choses vont par 3. 3 buts pour 3 matchs sans défaite et 3 points qui font 33 points. L'expression a été justifiée par le Stade brestois ce week-end. Et puisque toutes les bonnes choses vont par 3, on est cette fois-ci réunis cette semaine, puisque donc ce sont les vacances et que chacun a pu se libérer pour être présent au même endroit, à la même heure. Et c'est un grand plaisir que nous retrouvons donc Fanch. Comment ça va, Fanch? Ça va très bien. Bonjour tout le monde. Et Yann qui est également présent. Salut Yann. Salut. Donc on est tous ensemble pour analyser cette belle victoire du Stade brestois. Comme on le dit régulièrement, c'est beaucoup plus plaisant d'analyser et de faire un podcast après une belle victoire, surtout quand elle est face à un adversaire alors sur le papier plutôt prestigieux, sur le terrain beaucoup moins, comme Saint-Étienne. Et on aura ensuite des news comme d'habitude. Bien sûr. On préparera et on aura un invité, Yann, pour le match contre Nice. Oui, on retrouvera Sky qui est en gros journaliste local indépendant. Très bien. Et on finira par des paris pour clôturer ce 30e épisode. Déjà, qui l'eût cru? Bah oui. Tout a commencé ici et ça continue ici. C'est merveilleux. Alors, on commence directement par cette analyse de la belle victoire, comme je l'ai dit, contre Saint-Étienne. Un Stade brestois, alors pas à deux visages, parce que la deuxième période n'a pas été si mauvaise que ça, finalement, mais une très très bonne première période, et finalement un Stade brestois séduisant. Oui, un Stade brestois séduisant, notamment sur le plan offensif. On avait pointé du doigt, justement, et personnellement, je l'avais fait après le match à Rennes. On avait été assez inoffensif en n'ayant que très peu d'occasions. On sait qu'on réussit quand même beaucoup mieux à domicile, ça s'est vérifié. Une première mi-temps de feu de Dieu, je dirais. Franchement, on peut mener 5-0, il n'y aura presque rien eu à dire. Peut-être l'une des plus belles premières mi-temps de la saison, d'ailleurs, je pense. Généralement, on dit assez régulièrement qu'on a eu du mal au début de match à se mettre dans le rythme des rencontres. Et là, pour le coup, il n'y a vraiment pas eu de souci. Dès l'entame du match, on a senti que dans les duels, on était présent, qu'il y avait vraiment des idées dans ce qu'on faisait, et que Saint-Étienne était vraiment une équipe en manque de confiance, et je pense que la consigne était vraiment de leur faire mal tout de suite. Voilà, c'est ça. Sur des conditions difficiles. Oui, mais un bon terrain, mais oui, très bien. L'occasion de saluer L'Asparfeld, tout à fait. Je pense que autant avant le match, on se demandait si ça allait jouer, mais il n'y a vraiment pas eu de souci sur la pelouse. Un billard de la première à la dernière minute. Oui. Sur la qualité de la première mi-temps aussi, ce qu'il faut quand même relever, c'est qu'on a été complet. Vous le dites, on a bien démarré, mais de la première à la 45, j'ai pas vu un seul temps faible. C'est unique sur ce début de saison. Oui. Il y en a eu un après le premier but, je crois. Mais un temps faible qui ne s'est pas... Enfin, c'est paradoxal, c'est ce que je veux dire, mais un temps faible de Brestois, mais qui ne s'est pas vraiment concrétisé par un temps fort stéphanois. On n'a pas vraiment subi... j'ai pas souvenir d'occasion des Verts en première période, vraiment. Non. On peut justement parler rapidement de Saint-Étienne, mais c'est inquiétant. Très inquiétant parce que... Ils n'ont que 28 points. Hein. Ils n'ont que 28 points et... 5 de moins que le Stade brestois. Enfin, les supporters stéphanois le disaient justement, c'est qu'ils ne sont pas préparés à jouer le maintien. Et je pense que ça se sent parce qu'il n'y a vraiment aucune révolte. Alors que des Brestois, nous on sait qu'on va galérer, on va prendre des points parfois, on va en perdre de temps en temps. Mais à chaque fois qu'on aura l'opportunité de le faire, on le fera. C'est un petit peu comme Toulouse finalement. Toulouse, c'était pas forcément une équipe qui... vu la taille du club et l'effectif, tu peux imaginer qu'ils vont se maintenir. Eux, ils sont morts, mais ça fait penser un peu aussi à Monaco il y a quelques années, qui avait vécu une saison galère avec des joueurs qui n'étaient pas du tout prévus pour jouer le maintien. Il y avait Stéphane Ruffier d'ailleurs à l'époque à Monaco, il me semble, et qui avait coulé en Ligue 2. Donc attention à Saint-Étienne, c'est loin d'être gagné pour eux, sachant que tu disais nous on est taillés pour se battre pour le maintien, mais c'est le cas de Dijon, de Nîmes, de Metz qui vont se battre jusqu'au bout aussi. Saint-Étienne a pris 3 à Brest, 3 à Metz la semaine d'avant. Voilà. Méfiance, sachant qu'au club ça va pas très bien non plus, j'ai l'impression. Non, et Claude Puel s'obstine à faire jouer des jeunes qui, je sais pas si c'est vraiment la bonne solution, parce que pour l'instant, en tout cas, je sais pas, peut-être qu'il y a le contexte, il y a sûrement même le contexte qui joue, mais ils sont pas au niveau Ligue 1. Après, c'est difficile, on va pas parler trop longtemps de Saint-Étienne, mais avant le podcast, on avait parlé de trahison des leaders.
Enfin, regarde l'attitude de Ruffier, Mvila et Cabaye sur le match. Tu peux comprendre que Puel se retrouve obligé de jouer avec des jeunes. Enfin, Ruffier, sur 2 des 3 buts, il abandonne avant même d'avoir essayé. C'est terrible. Il vaut mieux être supporter brestois que stéphanois en ce moment. Oui. En tout cas, Et même dans sa globalité, Oui, pas bien en sûr. ce moment. même si on connaît des supporters stéphanois qu'on salue, mais Oui. Bah, dommage. tant pis pour vous. Mais on a fait le taf. Et encore une fois, à domicile, Et collectivement, le Stade brestois confirme que face à des équipes alors de son calibre, oui et non, on joue le même championnat, mais Saint-Etienne n'est pas du même calibre, en tout cas sur le papier, que le Stade brestois. Mais encore une fois, c'est une victoire. Et une victoire, alors d'habitude, c'est un peu cas un cas. Ouais. C'est plutôt tiré par les cheveux parfois, on a voilà, du mal, c'est ça. on marque sur une occasion. Mais là, on a profité des largesses et des faiblesses stéphanoises pour être efficace. Et bon, parce que Et le bon. premier but est super beau. Je veux dire, c'est de l'efficacité, effectivement, parce on n'a pas non plus. On a une occasion avant le 5 but. très grosses occasions de marquer un but. Ouais, donc Et il y on en en a marque 3. deux ratés par Belkebla, dont ce n'est pas vraiment le rôle de marquer des buts. Celle de Charbonnier m'embête un petit Mais ça, peu c'est plus. vraiment 5 très très grosses vraiment occasions c'était de marquer. Ça, c'est- expected goals. Là. Ah bah là, oui, Là, non, c'est c'est vraiment. Moi, je trouve que ce qui symbolise la première mi-temps, c'est le premier but. C'est de la vivacité, de la première intention, du jeu, du collectif, une passe, une touche de balle, 2 touches de balle, et beaucoup de joueurs qui participent à l'action, que ce soit avec le ballon ou dans les déplacements. Et la conclusion par Paul Land, bon, c'est un peu étonnant que ce soit lui qui soit là à ce moment-là, mais tant On mieux, a cru qu'il n'arriverait pas, mais il s'est jeté. il s'est a jeté. mis au fond. Et c'est un beau symbole, je pense, du collectif brestois, qu'on n'avait pas vu à Rennes offensivement, parce que c'est à l'extérieur, c'est un autre contexte, et qu'on a vu vraiment sur le terrain, sur le terrain dimanche contre Saint-Etienne. Et après, bon, le deuxième et le troisième but viennent clôturer une première mi-temps finalement qui a été, je dirais, quasi parfaite, ouais, sauf si elle était parfaite si on mettait les 2 occasions, mais c'est vraiment une première mi-temps de On très peut pas bonne vraiment facture. rêver mieux, 3-0 à la mi-temps. Ouais. Enfin, si on se plaint, Ouais, ouais. là, on passe dans une autre dimension. Non, Mais c'est- oui, justement, sur le premier but, encore un Charbonnier Brillant. disponible et qui aime décrocher. Et on se demandait justement comment il allait faire pour faire face à un joueur comme beaucoup plus puissant, beaucoup plus Saliba, rapide que lui, ouais. comme Saliba. Et voilà, encore une fois, il a trouvé la solution. Et il fait il est présent sur le premier but, buteur sur le deuxième, passeur décisif sur le troisième. Et il aurait dû être double buteur. Oui. Plus que il aurait pu, parce que là, franchement, il veut tirer beaucoup trop fort. Et je sais pas. Pourtant, il met le plat du pied. Et pourtant, on peut pas dire qu'il manque de confiance. Ton équipe mène 3-0, t'as marqué. Normalement, c'est l'occasion de. Et c'est vraiment un geste qui tente vraiment beaucoup de fois à l'échauffement. Ah oui. Quand on le voit à l'échauffement, il y a des petits 1-2 avec Julien Lachuer ou Bruno Rougy. C'est vraiment systématique, lui, c'est à l'intérieur du pied. Et justement, c'est assez. En plus, là, il est plutôt en confiance, donc c'est assez surprenant de le voir rater. Enfin bon, on va pas non plus cracher dans la soupe. Mais on aurait pu lui en tenir rigueur si jamais Saint-Etienne était revenu à 3-3. Parce qu'à 4-0, le match il est plié. Mais normalement, à 3-0, il est plié aussi. Et Saint-Etienne ne doit pas pouvoir revenir dans le match. Bon, et voilà, les conditions ont fait que. Mais à 4-0, c'était définitif. Hein. Je pense que les Stéphanois quittaient le stade. Claude Puel était limogé à la mi-temps. Et c'était terrible, quoi. Non, bah, on se demandait à la mi-temps Oui. s'il y avait déjà eu un entraîneur Limogé. viré à la mi-temps. Tu vois, un entraîneur qui fait la première mi-temps et puis son adjoint qui prend la seconde. Et, bon, Est-ce que c'est légal? je sais Parce pas. qu'il est sur la feuille de match. Oui. Donc je sais pas si c'est légal. Je sais pas. Bah, vivement qu'on voit ça. Généralement, il y a pas mal de. C'était il y a 1 ou 2 ans, où il y avait pas mal d'entraîneurs qui se faisaient virer après une Match défaite contre le Stade Brest. brestois. Après se couper des têtes. En deuxième On mi-temps, parle des entraîneurs, juste peut-être Oui. De revenir sur la composition d'Olivier Dalloglio, oui, le choix avec de un Grand Samuel Cyr, Grand-Cyr. qui est payant, je trouve. Ah bah, une première période, peut-être sa meilleure période depuis qu'il est à Brest. Avec Bordeaux, il avait été très bon à Bordeaux. Mais oui, impliqué, qui fait les efforts. dans Ouais, et puis l'esprit, et décisif, parce que c'est souvent ça qu'on lui reprochait. Il fait sa Décisif. première passe décisive de la saison, me semble-t-il. Moins que je dise une bêtise, peut-être à Bordeaux il en avait fait une déjà. Et je crois que c'est la première vraiment stat finalement, et donc ça va lui faire du bien aussi, je pense. Et ce que j'ai noté, c'est la naissance d'une complémentarité sur le côté gauche, et qui pourrait être très intéressante pour le Stade brestois.
Alors, se pose la question de Yohan Cour, bien sûr, qui est un des joueurs les plus réguliers, qui mérite sa place aussi sur la première partie de saison. Mais c'est bien parce que ça donne du corps à l'effectif et ça donne des solutions à Olivier Dalloglio. Je pense que Yohan Cour a été un peu piqué en étant sur le banc, en étant pénalisé. Pas comme d'habitude. Oui, pas comme d'habitude. Il se pique, mais, oui, non, mais différemment. Mais là, il a été vraiment un peu, je dirais, c'est le terme sanctionné par Olivier Dalloglio, je pense. Il revient de blessure aussi, non? Ça fait quelques temps, mais titulaire il n'a jamais vraiment enchaîné non plus. Voilà, et je trouve que le choix de Grand-Cyr a été plutôt payant. On sait que dans la vie, il s'entend très bien, enfin en tout cas je le sais, avec Romain Perrault. Et là sur le terrain, ça s'est traduit en fait par des bons enchaînements, et notamment le premier but où il y a la passe de Romain Perrault. Fantastique. Qui peut pas voir Grand-Cyr et qui lui fait une passe à l'aveugle. Son potueuse. Et c'est très bien senti, quoi. Ça, là, c'est magnifique. Et on était assez dubitatif, enfin, un peu dur sur notre. Quand on parlait de Romain Perrault sur les dernières semaines, toi tu disais, Quentin, au contraire, que c'était mieux et que tu voulais lui donner Enfin, c'est sur des matchs à domicile que tu avais envie de lui donner du temps. Et on avait loué son très bon match à Rennes, déjà notamment défensif. Et là, c'est plutôt dans un autre registre qu'on l'a trouvé très bon, c'est offensif, quoi. Vraiment, il est impliqué, il est sur 2 buts. Enfin, c'est très belle performance de Perrault, j'ai trouvé. Vous mettez en avant la bonne relation Grand-Cyr-Perrault. Mais je vais un peu me répéter sur ce que j'ai dit à Rennes, c'est aussi l'apport de Belkebla dans un triangle qui fonctionne très bien. Depuis qu'il est de retour... Ouais, c'est ça, et puis Perrault, on voit vraiment que Perrault combine facilement avec Belkebla. Il sait où le trouver, bien sûr il y a la passe pour Grand-Cyr qui est merveilleuse. En même temps, Belkebla est partout, donc n'importe qui peut le trouver, c'est ça qui est fabuleux. Mais Belkebla, ce qui est positif, c'est de voir qu'il revient d'une blessure qui a mis du temps à être diagnostiquée, et il revient très bien. Contrairement à Diallo, on voit que ça tarde vraiment à le faire revenir. Là, il pioche pas physiquement du tout Belkebla. Je pense qu'il a refait ses 12 ou 13 km par match, dans une mentalité exemplaire, encore une fois, pour l'équipe, pour le collectif. Et j'aurais vraiment aimé qu'il marque le but, parce que je pense que ça aurait pu être quelque chose de très rigolo de voir une célébration d'Aris Belkebla. C'est Jean-Marc Furlan qui parlait régulièrement de trouver des duos, des trios. Là, il y a peut-être quelque chose qui se dessine, et on a des problèmes de riches, on va pas s'en plaindre. Je pense que pour Olivier Dalloglio, c'est plus facile de faire une équipe quand ses joueurs sont performants que quand ils ne le sont pas. Absolument. Et pour l'instant, en tout cas à domicile, voilà. Peut-être un point sur lequel j'aimerais insister sur la deuxième mi-temps, c'est que, en fait, l'idée c'est qu'on a salué la très bonne première mi-temps collective, ça se ressent dans le score 3-0, mais il faut pas se dire que parce qu'on a perdu à deuxième mi-temps 2-0, on a été à la rue collectivement. Enfin, je trouvais que, en fait, on prend 2 buts sur une erreur individuelle et une erreur d'arbitrage. Sinon, on n'a pas été mis en danger, peut-être dû être mis en danger une fois. Après le deuxième but, je vois pas d'occasion de stéphanoise, moi. Non, on en a 2-3 pour nous. Enfin, même en deuxième mi-temps, je trouve qu'on a été meilleur que Saint-Etienne, même si on la perd 2-0. En fait, on disait ça avec Quentin en tribune. Nous, on flippait quand même, parce que quand tu mènes 3-0, tu reviens à 3-2, t'es quand même pas super optimiste, et tu flippes de l'égalisation. Il y avait Amiens. Amiens, ce week-end qui a été un match un peu dingue. Mais je pense qu'on stressait plus, tu disais, c'est que les joueurs sur le terrain qui, eux, n'avaient pas l'air d'avoir les pieds qui brûlaient, en tout cas, parce que sur le dernier quart d'heure, on joue assez haut, et quand je revois des actions de fin de match, vraiment 85e minute, des combinaisons près du poteau de corner, dans notre camp avec Magnetti, Bello, etc., on relance court. C'était pas la forteresse brestoise prise d'assaut par les Stéphanois, qu'on a été plutôt finalement serein. Il y a eu beaucoup de maîtrise technique tout au long du match d'ailleurs. Sur une pelouse pourtant bien mouillée, mais en deuxième période, et vraiment, on n'a pas vraiment été en grande difficulté, on n'a vraiment pas subi. On pouvait penser que les Stéphanois allaient mettre beaucoup de pression sur le but brestois en balançant. Ils n'ont pas balancé. Ils n'ont pas vraiment fait ce qu'il fallait finalement pour égaliser. On n'a pas senti une équipe qui était dans la rébellion, qui voulait tenter tout pour égaliser, quoi. Après, on a eu 3 minutes de temps additionnel, ça nous a fait plaisir, parce qu'il y en avait peut-être plus, mais on a finalement pas tant que ça souffert sur le dernier quart d'heure, j'ai trouvé. Et même si je suis pas forcément d'accord quand tu dis qu'on a fait une meilleure deuxième période que Saint-Etienne, mais en tout cas, on n'a pas été ridicule. Il y a un indicateur très simple de ça, c'est le nombre de fautes concédées. Bon, le nouveau site de la LFP étant absolument éclaté, on n'a pas moyen d'avoir les chiffres, mais j'ai l'impression qu'on a concédé que 2-3 fautes en deuxième. Très peu de coups francs. Voilà, de toute façon, on s'en serait souvenu, comme on est nul sur coup de pied arrêté, on aurait flippé. C'est ça. Là, il n'y a pas eu vraiment l'occasion de voir Saliba monter, de voir Fofana monter, de voir Mvila même monter, je pense, ou alors de tirer les coups de pied arrêtés. Mais
Normalement, quand tu subis, t'es amené à faire plus de fautes. Ouais. Ça n'a pas été le cas. Après, on a Mais généralement, quand on fait des fautes, c'est qu'on n'a pas le ballon. Oui. On a eu la majorité de la possession. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de motifs de satisfaction, outre le fait qu'on ait bien sûr gagné. Et qu'on c'est prenne, important. qu'on Parce prenne qu'on fasse une très belle opération C'est ça, ouais. comptable. Mais il y a vraiment beaucoup plus de points positifs à tirer de ce match plutôt qu'une simple victoire Et et que 3 points pris. paradoxalement, le fait que Saint-Etienne soit revenu à 3-2, ça a peut-être aussi donné finalement confiance à l'équipe de savoir que même si on encaisse un but et que l'équipe adverse revient un petit peu au score, on est capable de tenir et qu'on l'a déjà Cette fait, situation qu'on connaissait pas. Ouais. voilà, qu'on connaissait pas. On était un peu le cul entre deux chaises en fait. Est-ce qu'on devait continuer à attaquer et à 3-1 surtout. Et c'était difficile parce que voilà, on À connaissait 3, on pas. a vraiment senti comme un peu Toulouse contre nous. Ouais. Soit on continuait à attaquer, on essayait de marquer un 4e but, il y avait la place. C'est compréhensible hein, de pas savoir quoi faire. Oui, bah oui, surtout pour un promu, pour Mm. quelqu'un qui. Après, c'est le nom, mais c'est Saint-Etienne en face. T'as des mecs comme Cabaye, Mvila. Et quand t'encaisses un but assez tôt en première mi-temps, tu te dis mince là, bon, attends, s'ils reviennent à 3-2, qu'est-ce qui va se passer? C'était logique de pas savoir comment trop se situer finalement. Et bon, là, on a quand même bien géré la deuxième mi-temps. Il y a toujours beaucoup de joueurs qui découvrent la Ligue 1 et il y a des situations qu'ils n'ont jamais encore vécues en Ligue 1. Et il y aura toujours des premières. C'est bon pour la confiance, Non, ça. mais Avant d'aller à Nice et de Bon. gagner 3-0 à la mi-temps encore. voilà, je pense que si on prend Tout ça un pour 3-2 à l'heure de jeu, je pense que là on va prendre une petite pression. Je vais pousser le vice. Poussé. Oui. À votre avis, est-ce que ce match-là a plus de satisfaction que celui contre Strasbourg, où on gagne 5-0? Je dirais non quand même. Parce que Non, à Strasbourg, 5-0 quand même. c'est historique. T'as tout C'est- qui allait dans le bon sens, quoi. Mais Après, t'es plus soulagé. Les émotions sont plus fortes peut-être sur ce match contre Saint-Etienne parce que tu passes partout un peu tous les. j'ai trouvé la première mi-temps meilleure contre Saint-Etienne que contre Strasbourg, par exemple. Ben, j'avais trouvé personnellement que Strasbourg, je crois que c'est Quentin qui avait utilisé l'expression, c'est vraiment un alignement des planètes, des trucs individuels qui ne Ah sont oui, pas c'est vrai que là, que Un ce triplé de soir-là. Tokyo, je pense Voilà. qu'on le verra plus jamais. Hein, donc. C'est ça. Alors que On a là, vu vraiment- Ngoma en Ligue 1 aussi. Mais ça ne verra plus jamais en plus. Je pense qu'on est plus proche de voir un nouveau triplé de Batokyo qu'un but d'Engoma en Ligue 1. Oui, non, c'est. Bah, je sais pas, après, je pense qu'on va pas devoir choisir entre ces deux monstres, quoi. Ah non. Profitons de ces deux victoires. Non, ouais, C'était bien. c'est et- encore une performance solide à domicile. Et c'est Brest à la 25e journée qui a marqué au total en Ligue 1, c'est 32 buts déjà. Et c'est colossal, hein. 32 buts en 25 matchs, bon, pour un promu, c'est. Il y a beaucoup de clubs de Ligue 1 qui aimeraient. Bon, on a marqué que deux buts de moins Rennes. Non, mais justement, je l'avais dit il y a quelques temps, quand tu es supporter de Nantes, par exemple, t'as une majorité de semaines où Qui te fait chier. où tu sais que ton équipe va pas marquer de but. Alors que nous, on voit quelque chose. Et c'est quand même agréable d'aller au stade et de se dire qu'on va voir du jeu, qu'on va voir du spectacle, qu'on va voir des buts, que ce soit pour nous ou contre nous. Hein, c'est jamais agréable, mais ça fait vivre un match aussi de prendre un but. Et c'est quand même. Bon, j'avoue qu'à 3-0, j'aurais bien aimé que le match vive un peu moins et qu'on soit plus serein, mais finalement, ça restera un bon souvenir et un match. Je pense que quand on Ça finira peut la être une saison. grosse étape. Ouais, voilà, quand on terminera la saison, on se dira sûrement que le match de Saint-Etienne, sera un bon souvenir. Je disais après le match, moi, c'est un de mes meilleurs matchs à domicile cette année. Surtout hein. que Saint-Etienne est maintenant un concurrent. Donc, Un effectivement, concurrent qui est derrière nous. Eh oui, à 5 points. Et d'ailleurs, tu avais quelques petites stats sur les nombres de points. Ah oui, absolument. Alors, nous, on flippe un peu, parce que ça accélère derrière, notamment, et surtout Nîmes. Mais finalement, on se rend compte que Brest reprend et prend beaucoup de points sur la majorité de ses concurrents directs. Et peut-être qu'il n'y a pas peut-être autant de raisons de flipper que ça. Alors, on va aller dans les chiffres concrets. Hein. Donc, sur la phase retour, Brest a joué donc 6 matchs comme tous les autres clubs de Ligue 1. Et sur ces 6 matchs-là, a gagné 10 points sur tout. Enfin, a pris 11 points en tout, hein, je vais être assez clair. 11 points en 6 matchs. Donc 11 points sur 18, qui est quand même un parcours relativement honorable. Et sur ces 11 points... c'est presque un rêve de champion, effectivement. Ouais. Si on dit que 2 points par match, c'est champion. Alors du coup, on a pris 10 points à Toulouse, 9 points sur Angers. On a rattrapé 8 Qui points. arrive très rapidement. Oui. Et on a rattrapé 8 points sur Saint-Etienne. On fait un plus 7 sur Amiens et un plus 3 sur Dijon.
On fait statu quo avec Metz, qui a pris 8 points également. Bon, bah, les autres équipes ont le droit de prendre des points. Et c'est juste sur Nîmes, en fait, où on perd 4 points, parce que bon, ils ont gagné, ils ont fait beaucoup de victoires, notamment. Ils sont premiers sur la phase retour, les Nîmois. Donc voilà, donc c'est quand même globalement très positif. On a posté les stats sur notre compte Twitter, vous pouvez retourner les voir. C'est un tweet qui date de dimanche. N'hésitez pas à aller jeter un œil. En tout cas, sur la phase retour, Brest est pour l'instant très bien engagé. Alors on est, je pourrais pas vous dire, on est 10e grosso modo sur la phase de retour. Et sur les 10 derniers matchs, on est quand même 8e. 8e, c'est ça. Donc c'est une solide équipe de milieu de tableau. C'est ça. Alors messieurs, un homme du match. Un homme du match, on passe aux performances un peu plus individuelles. Yann, on commence par toi, avec ton homme du match. Alors moi, ça va être particulier parce que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément été très bien noté le lendemain, qui effectivement n'a pas été brillant tout le match, mais ça va être Christian Batocchio. Parce que si on regarde bien ce match, j'ai revu le match et c'est vraiment, en le revoyant, que c'est flagrant. Quand il se met dans le rythme, quand il a envie de jouer... Tu peux me dire que tu le revois en ce moment même encore. Hein, oui, oui. Enfin, quand tu vois vraiment que quand il a envie de jouer simple, quand il le fait, c'est la régalade, quoi. Les 20... C'est notre Pirlo. Les 20 meilleures minutes du Stade Brestois en première mi-temps, c'est celles où il est partout. Après, voilà, il a toujours souci d'intermittence. Il y a des moments où il disparaît complètement, on ne voit plus. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais si jamais il arrive à se régulariser, à faire ne serait-ce que 60 minutes complètes à ce niveau-là, je ne veux pas dire qu'on sera européen, mais on sera peut-être pas très loin. On sera maintenu et c'est déjà bien. Encore, oui. Ouais, c'est déjà l'essentiel pour l'instant. Moi, je vais rester regarder derrière. Hein, puis si ça ne te dérange pas, je regarde le maintien d'abord. Ouais. Ok, Guillaume. Ok, Guillaume. Ton homme du match, Franche. Mon homme du match, c'est Haris Belkebla. Voilà, il fait un peu la paire au milieu sur ce match. En absence de Diallo, qui est pour moi excellent. Hein. Je suis grand fan d'Ibrahima Diallo, mais là, Haris, vraiment dans la mentalité, dans le jeu avec et sans ballon, dans la projection vers l'avant aussi. C'est lui qui récupère le but et qui donne très vite à Charbonnier sur le troisième but de Cardona. C'est Haris Belkebla, mon homme du match. Je suis très heureux de le revoir sur le terrain. Et toi, Quentin, ton homme du match? Ce sera Romain Perrault. Donc, pour la deuxième fois consécutive. Ah bon? Tu l'avais pas mis homme du match à Rennes déjà? C'est possible. Je suis peut-être son plus fervent supporter, entre guillemets, parce que tu as mentionné que j'avais mentionné que je trouvais qu'il y avait des étapes positives depuis quelques semaines. Et ces 2 dernières semaines me donnent raison, finalement. Et là, pour le coup, on a vraiment vu Est-ce qu'il a passé un cap? Bah, on l'espère. Après, c'est sur la durée qu'on va vraiment. Mais ouais, tu disais que c'était une question de confiance. Mais là, du coup, première passe décisive, 2 très bons matchs. Enfin, moi, je trouve que c'est 2 très bons matchs. Au niveau de la confiance, normalement, il a passé une étape, là, Perrault. Ouais, mais c'est quand même friable, la confiance. Oui. Mais il a vu qu'il était capable. La notion de confiance, c'est quand même beaucoup plus facile de la perdre que de la récupérer. Et avant que Yann, je te donne la parole, excuse-moi, mais juste ce qui est intéressant, et c'est toi qui disais justement dans le podcast précédent, que Perrault il fait une boulette à Saint-Etienne, c'est un peu ça qui le met dans la tête dans le seau, en fait, finalement. Et c'est que contre Saint-Etienne, le match retour, c'est un peu la renaissance de Romain Perrault. Donc, il y a peut-être eu 6 mois d'adaptation à la Ligue 1, et là, c'est parti, quoi. Le taureau de Perrault pour la suite de la saison. Ah, c'est les 15 millions. C'est les 15 millions qui... Non, mais faut qu'on reste mesuré. Il fera sûrement d'autres mauvais matchs, mais c'est déjà bien de voir qu'il peut avoir un niveau Ligue 1, quoi. Pour revenir... sur le cas Perrault, on avait dit contre Rennes que c'était une très bonne performance défensive. Contre Saint-Etienne, c'est une très bonne performance offensive. Maintenant, ça serait bien de concilier les deux, puisque même s'il n'a pas été mauvais défensivement, il est quand même, à mon sens, fautif, au moins sur le deuxième but. Après, s'il fait des matchs où on n'encaisse pas et il fait 3 passes décisives, voilà, il est au Real dans 6 mois. Quoi. Sur l'ensemble du match, le bilan est largement positif. S'il fait la même contre Nice, je suis très heureux. Il est perfectible, quoi, c'est ça. Mais je suis persuadé qu'il peut faire les deux. Mais en fait, il n'a pas été seulement décisif, quoi. C'est vraiment à chaque montée. Il a porté quelque Masson chose. a sorti à la mi-temps, c'est en grande partie parce que Perrault lui a mis une... Il était averti aussi. Après 58 secondes de jeu. C'est vrai. C'est un record. Mais à chaque fois que Perrault montait, c'était tranchant, les centres étaient bons. Il y a quelques... C'est lui qui fait le centre pour Grand Cyr en première période, Grand Cyr est trop court. Enfin oui, il est trop court, il se jette pas non plus. Je pense qu'il aurait peut-être pu l'avoir si c'était jeté, bon, c'est pas très grave. Mais c'est vraiment à chaque montée, et c'était tranchant, quoi. Et c'est ce qu'on lui reproche. On n'avait jamais vu ça de la part de Romain Perrault. Et on espère que ça dure, parce que dans l'esprit, dans tout le reste... l'esprit, il est là depuis le début. Oui, dans tout le reste, c'est vraiment un joueur qu'on a envie d'aimer et qu'on a vraiment envie qu'il réussisse. Et qu'on aime quelque part. Bah oui, on aime la vie, de toute façon. On aime tout le monde, nous, ça devrait être toi. Et on espère que c'est vraiment le début de peut-être pas longue carrière, mais
la carrière de Romain Perrault au Stade Brestois. En Ligue 1, Conforama. En Ligue 1 conforme. En Ligue 1 Uber Eats plutôt. L'année prochaine peut-être. D'autres peut-être joueurs que vous souhaitez mettre en Moi, valeur. vite fait, rapidement, pour pas être trop long, mais Gaëtan Bello, puisque il avait finalement été victime, c'est un bien grand mot, mais de sa blessure en fin de préparation. Il devait peut-être être titulaire, hein, c'est Julien Fossury qui a pris la place, qui a fait une très bonne première partie de saison, qui lui a eu un peu plus de difficultés, je dirais physiques, depuis la reprise. Et Bello, je suis content de voir qu'il assure finalement, il fait pas de conneries, il fait pas plus que ce qu'il sait faire, mais il n'est pas pris forcément en défaut. Mais voilà, c'est Bello qui fait une belle performance sur ce match. Et moi, j'aimerais souligner son culot capillaire qui rend bien. C'est assez rare. Mais... il a je déjà crois fait ça, contre Lorient, il marque avec quand il est blond. Hein. Ouais, Il me c'est à semble. Lens. C'est peut-être Contre Lorient, il est pas blond. Ah bon? C'est à Lens quand il marque le but. La volée là. La volée, ouais. c'est peut-être un signe, mais je trouve que ça lui va bien. Bello Alors que the c'est volley. dégueulasse sur les autres. Hein, mais Oui, Quentin Bernard va essayer de faire la même à un moment donné. Romain Perrault. Gauthier Larsonneur. Ah oui, c'est vrai. Il y a eu des dérapages. De mon côté, Tokyo j'aimerais- aussi. Ils c'est ils sont tous passés C'est par vrai. ça. À quand la coupe peroxydée pour Yann? Évidemment, on a parlé de Gaëtan Charbonnier, l'artiste. Hein, ça ne change pas semaine après semaine. Il ne va pas perdre son football. Juste un très bon point d'exclamation pour l'entrée de Hugo Magnetti, qui a été vraiment brillant sur sa petite dizaine de minutes jouées. Et il confirme vraiment que c'est vraiment une alternative de qualité. On peut aussi nommer Paul Lannes, qui fait un bon Oui, match. tout à On fait. avait, Après, il n'y a vraiment pas eu il y de a vraiment mauvais eu de match. non, il n'y a hein. pas eu de mauvais match. Non, mais parce qu'on pointe du doigt les mauvais matchs généralement aussi quand on dit que c'est décevant. Là, Paul C'est vrai. Lannes, dans le turnover, il a été plutôt bon. Il met un Buteur. beau but, participe au jeu, très mobile même en fin de match, disponible. Tu bon. parlais qu'il avait peut-être besoin d'enchaîner les matchs. C'est Peut-être le cas. C'est peut-être le cas. On verra du coup la composition à Nice, mais on sait que Dalloglio aime bien changer un petit peu tout. Et après, ça lui donne aussi souvent raison. Donc voilà. Voilà, il n'y a pas eu vraiment de mauvais matchs et c'est très bien comme ça. Même les matchs où il n'y a Ah pas bah ça. de choses négatives. Donnez-nous des bons matchs toutes les semaines. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter Si oui, c'est maintenant ou qu'il se taise à jamais. Oui. Finalement. ou la semaine prochaine? Voilà. Il aura non. l'occasion de revenir la semaine prochaine. Non, je pense qu'on a fait un tour assez complet sur Saint-Etienne. Il y aura évidemment sur le match contre Nice quelques questions qui reviendront de toute façon sur le match contre Saint-Etienne. Mais tout de suite, on va passer aux news, messieurs, dames. Allez, l'heure est aux news. On commence, comme d'habitude, par les résultats des jeunes, puisqu'il n'y a pas eu de féminine cette semaine. Pas grand-chose non plus à se mettre sous la dent du côté des jeunes. Une défaite pour la N3 à Dinan-Léon, une défaite plutôt logique face à un... Même si j'ai vu que le gardien de Dinan-Léon avait fait un très bon match, d'après la presse. Hein. Bah. Il les a sauvés apparemment. Très bien, c'est encourageant parce que Dinan-Léon est une équipe solide de N3, défaite 3-1. C'est Yaya Koujabi qui a marqué pour le Stade Brestois. Le Stade Brestois qui est 8e avec 22 points et qui ne joue pas ce week-end. Donc petite semaine de vacances, comme quelques personnes de ce podcast. Oui. Et oui. Pas c'est de match pour les U18 non plus. Les U17 sont allés s'imposer au Mans. Victoire 2-0 avec un doublé de Benjamin Le Foll. Les U17 sont toujours 3e à 4 points, statu quo, puisque Montrouge et Guingamp ont gagné. Et justement, match contre Montrouge samedi matin à Penn-Hélène. Donc ce sera à 11h30. Donc si jamais il y a des motivés pour aller voir ce choc contre Montrouge, n'hésitez pas. Et c'est tout pour moi, parce que les U16 n'ont pas joué non plus. Les féminines ont gagné 4-0 en match amical, mais c'est un match amical. Donc, ce serait bien qu'elle gagne un petit match en championnat un petit Oui, jour quand même, bah, parce que ça commence à faire longtemps. longtemps. Alors, place aux anciens, Yann. Oui, et exceptionnellement, on a un peu de monde quand même. On va séquencer, on va commencer par les anciens Brestois qui brillent en Ligue 2. Et visiblement, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils ont décidé de faire chier le RC Lens. Et ça, Et ça, on aime. ça, on aime. ça on apprécie. Et- Ah, Ça ouais. on apprécie, on les salue. Faire chier le RC Lens, c'est toujours quelque chose qui c'est vraiment à valoriser. Oui. Et oui, et en premier lieu, alors ça va être Julien Fabry, qui a joué contre le RC Lens, qui a gagné 3-2 et qui a arrêté un penalty. Donc qui met Lens dans une énième crise. Comme Ah, mais ça moi, veut hier, faire. j'étais fan de la Berrichonne. Excellent. Jérôme Leroy Football Club. C'est
c'est des efforts de Fabry qu'il faut donc saluer et qui en plus viennent s'ajouter aux efforts de Lenny Pintor qui a donné la victoire à 3. Victoire 1-0 à la dernière minute qui permet à 3 d'être à 2 points de lance, alors de ma part. J'aurais dit 4, 3 points, mais je vais. Oui, je trouve c'est ça, plus ou moins. Ouais. À portée de tir, en tout cas. À portée de tir, absolument. Et le dernier qui a brillé, mais il brille depuis le début de la saison, c'est Gaëtan Courtet, qui a inscrit un doublé, dont un magnifique but de, je crois que c'est 40 mètres, et qui a passé terrain, tu peux le dire. La barre symbolique des 10 buts en ce début de saison avec la C Ajaccio, et qui donc recolle encore plus au RC Lens. Donc ça, c'est pour nos joueurs de Ligue 2, on les salue. On peut également parler de Berthomier, j'avais regardé, qui a fait un bon match sans marquer quoi que ce soit, mais avec Clermont qui était titulaire à Lorient et Clermont qui s'impose à Lorient, ce qui relance un petit peu la lutte finalement au podium en Ligue 2, avec Gastien qui était titulaire aussi. Il y a quand même pas mal de Brestois dans ce championnat de Ligue 2. Et c'est peut-être l'occasion de lancer le hashtag Grbic pour SB29. Ah ouais, l'attaquant de Grbic, tu prononces certainement mieux que moi. Non, j'en ai aucune idée. Mais qui est vraiment, et je l'ai regardé attentivement, là on fait de la littérature, mais un attaquant qui pourrait être très intéressant pour nous l'année prochaine. Mais je pense qu'on ne sera pas les seuls dessus et il y aura des clubs plus. Et on connaît nos inimitiés avec Clermont. Voilà. Il y en a d'autres, Yann, tu disais, donc la Ligue 2, tu as fait le tour. Il y en a 2 autres qui ont brillé. Bon, c'est pas forcément aussi brillant. Le premier, c'est Steven Joseph Monrose, du coup, le championnat. Qui avait l'habitude de faire chez Lens aussi. Oui, donc, tout à fait. On se souvient des lunettes d'un certain supporter. Et là encore, c'était un but décisif, puisque Quentin me corrigera sur la prononciation, c'était le match entre son équipe et l'équipe de Keshla. Bon, en somme, c'était le deuxième contre le troisième. Avec cette victoire, du coup, Monrose reste deuxième. 4 points d'avance sur le troisième, 8 points de retour sur le premier. Bon, a priori, c'est mort pour le titre, mais ça devrait suffire pour la Coupe d'Europe. Amener Steven Joseph Monrose de nouveau en Coupe d'Europe, en Europa League. Et à Le Bleu l'année prochaine, donc. On l'espère. Et justement, autre joueur qui a brillé face à une grosse équipe, posons nos mots, c'est William Sea, qui a marqué avec Granville face au leader de Rouen. D'accord. Dans le derby. C'est un joueur qui restera toujours dans mon cœur, William Sea. Je pense que c'est le cas de tous les Brestois. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Et Pierre Magnon aussi. Oui, qui lui n'a pas brillé dans les stats, mais qui a brillé dans le jeu. C'est-à-dire qu'il a été élu joueur du mois à l'US Avranches. Dit comme ça fait pas forcément rêver, mais quand on regarde la situation d'Avranches, c'est pas anodin, puisque Avranches est aujourd'hui 7ème avec 4 points de retard sur le 3ème, mais surtout un match en retard. C'est-à-dire que s'il remporte leur match en retard face au Bastia Bordeaux, il pourrait être à 1 point du podium, et donc un virtuel barrage pour monter en Ligue 2. C'est pas anodin. Et on parle souvent de Robin Lenormand à la Real Sociedad. Le match de la Real Sociedad à Eibar a été reporté à cause, je crois que c'est de la... Du vent ? Non, c'était il y a eu une sorte de pollution. Ça, du coup, il y a eu un truc qui s'est déversé, je sais pas quoi. Et du coup, la condition atmosphérique n'était pas bonne pour jouer. Et du coup, voilà, ils sont éventuellement à 3 points toujours du 4ème, l'Atlético Madrid, mais avec un match en moins en championnat d'Espagne. Un petit mot sur la sortie peut-être de Greg Lorenzi. J'allais y venir et vous lancer là-dessus, justement, vous demandez votre avis. Donc Grégory Lorenzi a communiqué via le site du Stade Brestois. C'est assez rare pour le signaler, parce qu'il le fait rarement, et le Stade Brestois communique assez rarement par la voix soit de son président ou de son directeur sportif, coordinateur sportif pour être totalement précis. Donc là, il revient sur les 2 dernières rencontres face à Rennes et Saint-Etienne, parce qu'il y a eu 2 situations finalement semblables, où il y a des mains dans la surface de réparation qui viennent après avoir touché une autre partie de corps, notamment celle de Brendan Chardonnay. Et le problème, c'est que sur Chardonnay, ça a fait carton jaune et penalty. Et à Rennes, il y a eu au moins 2 situations comme ça où il n'y a eu aucune sanction. Et là où ça va plus loin, c'est que l'arbitre de ce Brest-Saint-Etienne est également le même arbitre dans le camion VAR à Rennes, donc qui a sifflé le penalty le dimanche et le samedi d'avant ne l'a pas fait. Donc que pensez-vous d'une part de la sortie de Lorenzi ? Est-ce que c'est bien de parler comme ça, de sortir, de parler dans les médias, ou c'est pas nécessaire ? Moi je vais laisser Yann parce que je pense que je suis d'accord avec lui. Moi je pense que c'était pas forcément nécessaire de le faire, surtout qu'au final tout va bien pour Stade Brestois. Sur l'ensemble de la saison, j'ai pas l'impression qu'on soit lésé. Après, sur la manière dont il l'a fait, je trouve ça très bien. La forme n'est pas agressive, il pose la question de manière un peu ingénue. Oui, c'est ça. Voilà. Il l'a bien fait. Pas forcément nécessaire de le faire, mais c'est pas gênant non plus. Par contre, on peut se demander, est-ce que ça va servir au Stade Brestois ?
Est-ce que si les arbitres voient ça, est-ce qu'ils vont faire plus attention? Est-ce qu'ils vont... Comme tu dis, comme dans la forme, il n'a pas attaqué ni critiqué nommément des arbitres, il n'a pas dit qu'il y avait un complot contre le Stade Brestois, il a simplement posé des questions. Je pense que on ne sera pas pénalisé en tout cas, mais je ne suis pas sûr que ça joue pas en notre faveur. Par contre, là, il a tout à fait raison, c'est au niveau de l'interprétation de la règle de la main, où là, c'est vraiment, il y a presque autant d'avis pour autant de personnes, quoi. Il y a des règles, mais on les connaît, on peut les lire sur la... Mais là, Chardonnay, à la limite que tu siffles pénalty, parce que effectivement, le ballon va vers le but, mais lui mettre un carton jaune, alors parfois tu as des actes d'anti-jeu qui sont pas sanctionnés, pour moi c'est incohérent complètement. Mais bon, après, je n'ai pas forcément d'avis sur la question. Est-ce que aussi à 3-0 pour Saint-Etienne, est-ce qu'il le siffle? On ne saura jamais, hein, mais... il le siffle à 3-0. Non, mais si Saint-Etienne... Ah d'accord. Si Saint-Etienne mène 3-0, est-ce qu'il siffle pour Saint-Etienne? Éric Batelier, supporter de Saint-Etienne, tu veux dire? Il avait envie de relancer les Verts. Supporter de Rennes aussi, visiblement. Non, Lorenzi ne cherche pas le complot, mais Brestonner le cherche. Non, mais c'est vrai que dans la forme, elle est de qualité. Donc là-dessus, il n'y a rien à redire. Et pour conclure les news, on conclut les news avec une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle pour les 13 399 supporters brestois qui se sont rendus dans le vent et sous la pluie. Et les quelques Stéphanois, si jamais ils ont envie de revenir. S'ils ont apprécié. Et Francis paye sa tourne. Et oui, contre Angers, la veille de mon anniversaire, c'est magnifique, c'est petite big up à moi-même, c'est magnifique. Donc Francis payera sa tourne, petit verre offert pour tous les supporters, et j'avais su que normalement il devait également régaler contre Amiens, et finalement ça s'est pas fait. Donc à voir si l'opération est reconduite ou pas. Communication là-dessus. À niveau communication, c'est zéro de toute façon. Autant en Ligue 2, il fallait faire venir du monde et par tous les moyens. On leur donnait à manger, autant en Ligue 1. On n'a pas le droit de manger. Surtout quand tu entraînes une Quimper, là t'as pas intérêt d'avoir faim. Non, tu peux manger des cailloux. Est-ce que messieurs vous avez quelque chose à rajouter dans les news de cette semaine? Non. Eh bien passons à Nice. Nice-Brest, donc un vendredi soir, et on a peut-être petite info avant de démarrer, on a appris la raison de ce vendredi soir pour un match. Très bien informé Yann. Oui, non mais c'était déjà très surprenant de voir un match un vendredi soir à 19h, puisqu'il y a un autre match donc à 21h. La dernière fois c'était contre Lille parce qu'ils jouaient avec des champions. Oui. Et donc on va faire d'une pierre deux coups, puisque c'est ton invité, Yann, qui t'a expliqué les raisons de cet avancement de la rencontre Nice-Brest. Tout à fait, c'est donc mon invité avec qui je vais m'entretenir juste après, Sky, qui m'a expliqué qu'il y a un carnaval à Nice ce week-end, et visiblement, il n'y aurait pas assez de force de police pour encadrer le match le samedi soir et le carnaval en même temps. On attend à peu près de 2000 Brestois, c'est ça? Oui. En déplacement, donc c'est logique de... Il n'y a personne dans leur stade à Nice en plus. Il n'est pas hyper loin du centre? Si. Je crois que c'est ça. Et apparemment, il faut passer dans des quartiers un peu chauds. Du coup, on va partir avec Sky. Et on revient juste après, finalement. Et on en discute, on en débat. On en discute. Nous accueillons donc aujourd'hui Sky. Salut. Salut, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter, puisque une fois n'est pas coutume, on n'a pas réellement de site institutionnel, mais on a quand même quelqu'un qui est assez reconnu dans le milieu niçois. Oui, alors je suis très actif sur Twitter, du coup, je sais pas si on peut m'appeler influenceur, mais très actif sur la période du mercato notamment, fondateur d'un podcast, La Voix des Niçois, qui est un peu mis en stand-by cette saison, mais qu'on compte bien recommencer dès que possible, et en attendant, un peu présent dans la presse locale, télé, radio, pour parler de l'OGC Nice. Donc présent, a priori, pour parler du prochain match entre Nice et le Stade Brestois 29 ce vendredi. Oui, j'ai déjà prévu mon week-end exprès pour pouvoir le regarder. Donc, Peut-être tout de suite à chaud, qu'est-ce que tu attends de ce match-là? C'est un peu difficile de savoir quoi attendre de l'OGC Nice ces derniers temps. Là, on sort de deux matchs extrêmement compliqués face à Nîmes et face à Toulouse, qui étaient les deux derniers au moment de les affronter. Donc bon, une débâcle 3-1 à la maison face à Nîmes, où on explose complètement en vol. Une victoire extrêmement chanceuse à Toulouse, où Walter Benitez arrête un penalty à la dernière minute alors qu'on jouait à 11 contre 9 avant qu'on puisse doubler le score dans les derniers instants. Donc c'est face à deux équipes extrêmement faibles, on n'a jamais su se rassurer, on n'a jamais su tuer le match, alors qu'on restait sur plutôt une bonne série avec des matchs nuls encourageants face à Rennes et face à Reims, une victoire à la maison face à Lyon. Donc là c'est un peu la
on est un peu dubitatif de savoir où est-ce que se situe vraiment l'OGC Nice. On a vraiment du mal à enchaîner des résultats pour se rapprocher des places européennes. Et du coup, ça, c'est pour l'un des protagonistes. L'autre, à savoir le Stade Brestois, est-ce que tu as un avis là-dessus ou c'est une équipe que tu suis un peu de loin, ce qui est tout à fait compréhensible? Qu'on suit un peu de loin forcément. En plus, c'est l'équipe la plus éloignée géographiquement de Nice du coup. Mais c'est une équipe qui cette saison a priori sera pas menacée pour son maintien. Donc c'est plutôt, je pense, tu me diras après, mais c'est plutôt un motif de satisfaction pour les supporters brestois. C'est un projet un peu en construction. Je sais qu'il y a pas mal de jeunes joueurs qui sont arrivés. Il y a notamment Romain Perrault qui vient de chez nous. Mais voilà, ça fait partie des équipes, je vais pas dire anonymes de Ligue 1, mais qui sont en tout cas ni concernés par la lutte pour l'Europe, ni vraiment menacés par le maintien. Ce qui, pour un club comme Brest, déjà, me semble être plutôt une saison réussie. Est-ce que tu te souviens du match aller qui était au final il y a à peine un mois, hasard du calendrier? Oui, un match, je sais pas, vraiment à l'image de la saison de l'OGC Nice. Hein. Du coup, c'est un peu laborieux, mais bon, pas mauvais non plus. Enfin, dans l'entre-deux, je pense que c'était pas un mauvais résultat à ce moment de la saison, même si ça fait partie des matchs que tu es censé gagner si tu veux aller vers les places européennes. Justement, tu parles des places européennes. A priori, ça devrait être l'ambition de l'OGC Nice. Aujourd'hui, l'OGC Nice est à 4 points seulement je crois que c'est de la 4e place. Ouais, c'est ça. Et pourtant, quand on lit les médias et notamment les réseaux sociaux, on a l'impression que rien ne va à Nice. Est-ce que tu saurais expliquer un peu ce paradoxe, simplement? Alors déjà officiellement le club vise absolument pas les places européennes. Hein. Le président Jean-Pierre River dit que c'est pas pour cette saison, que ça serait positif, qu'on gagnerait 1 an sur le projet d'Ineos si on était européen dès cette saison. Maintenant quand tu vois notre équipe qui je vais essayer d'être le moins chauvin possible, mais on n'a quand même pas, je pense qu'on n'a pas une équipe dégueulasse. On est la 4e attaque de Ligue 1. On a des joueurs comme Casper Dolberg devant. Même si le mercato a été fait à toute fin du mois d'août à cause des rebondissements du rachat par Ineos, t'as investi 50 millions sur le marché des transferts. Tu te fais prêter un joueur comme Adam Ounas. Logiquement, tu dois avoir l'ambition de terminer dans les 6 premiers. Surtout que tu as des équipes comme Bordeaux, Lyon, Saint-Etienne qui normalement jouent ces places-là, qui sont un peu en difficulté cette saison. C'est d'autant plus rageant de pas être dans le groupe de tête qu'en fait devant toi tu as Rennes, tu as Strasbourg, tu as Reims, tu as Montpellier, c'est des équipes avec qui tu es censé aller au duel et voire même finir devant. Maintenant c'est vrai que on a l'impression que tout va mal parce que depuis 1 an et demi, Patrick Vieira n'arrive pas à faire jouer cette équipe. Comme je te disais tout à l'heure, tu sors de 2 matchs extrêmement compliqués face à des équipes du fond de classement, alors que voilà, si tu battais Nîmes à la maison, fort logiquement, tu avais 3 points de plus, tu étais un confortable 5e à portée du podium. Donc c'est le paradoxe, il est là, c'est que malgré des investissements, on n'a pas l'ambition de faire mieux en fin de saison. Malgré un effectif de qualité, on n'arrive pas à développer du jeu, et malgré des défaites un peu piteuses et un contenu vraiment difficile, tu te retrouves quand même toujours dans la course à l'Europe, grâce à la faiblesse du championnat, mais t'es dans cette espèce de groupetto qui en 5 points se tient entre Monaco 5e et Brest justement 13e. Justement, tu évoquais le cas de Patrick Vieira qui n'arrive pas à faire jouer son équipe. Est-ce que, à ton sens, il y a une vraie responsabilité de Patrick Vieira ou de toute façon, peu de monde arriverait à faire quelque chose avec cette équipe aujourd'hui? Alors, la responsabilité, elle est toujours collective. On peut pas dire qu'il soit vraiment aidé par ces joueurs qui ont pas l'air d'avoir beaucoup d'amour-propre ou d'ambition. On l'a vu dans le dernier match, notamment face à Toulouse. Il y a eu pas mal de blessés, mais je pense qu'il a quand même un effectif qui ferait envie à, je vais peut-être pas dire 15, mais 10, 12 coachs de Ligue 1 facilement. Ce groupe-là, il a certes un peu changé cet été, mais il le connaît maintenant depuis 1 an et demi. C'est difficile de te citer quel joueur aurait vraiment progressé ces 18 derniers mois. La majorité, ils ont plutôt régressé. Et on a juste l'impression qu'en fait le message aujourd'hui il passe plus. Donc il a un peu changé son fusil d'épaule. Avant il défendait beaucoup ses joueurs. Maintenant il a tendance à un peu les fracasser en conférence de presse. Pour moi c'est un peu signe
d'un entraîneur qui a usé un peu tous les leviers et qui se retrouve livré à lui-même. Donc enfin, je sais pas si la responsabilité est en majorité pour lui, mais toujours est-il que j'ai l'impression qu'il est à court de solutions. Et dans ce cas-là, c'est beaucoup plus facile de changer l'entraîneur que toute l'équipe. Encore que, vu le discours aussi assez offensif de Jean-Pierre River là-dessus et les moyens d'Ineos, c'est pas impossible qu'on procède à une grosse lessive de l'effectif l'été prochain. Mais a priori, Patrick Vieira devrait tout de même finir la saison. Alors finir la saison, oui, officiellement le club communique sur le fait qu'ils ont envie de s'inscrire sur plusieurs saisons avec Patrick Vieira. Après je suis pas dans le secret des dieux, mais ça devient de plus en plus compliqué aujourd'hui d'imaginer que Patrick Vieira reste une troisième saison à Nice, même si son contrat était de 3 ans, donc il lui resterait une dernière saison l'année prochaine. Maintenant, si on n'accroche pas l'Europe et qu'on finit dans le ventre mou, je suis pas sûr que notre nouvel actionnaire ait très envie de confier les clés du projet à quelqu'un qui n'arrive plus à faire progresser ses joueurs. Du coup, justement, tu évoques votre nouvel actionnaire, Ineos. Rapidement, là, est-ce que tu as confiance en ce projet-là ou est-ce que, un peu comme les Bordelais, tu te dis que c'est un truc qui sent le gaz? Non, j'ai en totale confiance dans le projet Ineos parce que c'est des vrais amoureux du sport. C'est pas un fonds d'investissement toxique comme on a pu voir à Bordeaux ou même à Lille où ça fonctionne, mais où il y a eu des moments très compliqués, notamment au début du projet. C'est Jim Ratcliffe, c'est un vrai amoureux de sport. Il a l'équipe Ineos en vélo. Là, il a fait du sponsoring en F1, il est très actif aussi dans le domaine nautique, il a financé le record du monde du marathon. Donc voilà, c'est un amoureux de sport qui vise vraiment l'excellence dans tous les domaines, qui s'est payé les meilleures équipes ou les meilleurs sportifs dans chaque sport dans lequel il a investi. Donc c'est vraiment une chance qu'il se soit intéressé à l'OGC Nice. On sait qu'il avait plutôt des ambitions en première ligue, notamment à Chelsea, mais que Roman Abramovich a refusé une offre de près de 2 milliards, donc on se dit que même s'il investit ne serait-ce que 10% de cette somme à l'OGC Nice, on est déjà sur de quoi viser les sommets de la Ligue 1. Après ça va être long, il a confié les clés du club à Jean-Pierre River et à Julien Fournier qui ont fait plutôt du bon travail globalement depuis leur arrivée en 2012, qui ont permis à Nice de se stabiliser en Ligue 1 et de devenir aujourd'hui un des 6-8 clubs qui comptent dans le championnat. Donc ça va aller petit à petit, c'est sur 3-5 ans qu'on va voir des investissements progressifs, mais comme je te disais tout à l'heure, rien qu'en une semaine de mercato l'été dernier, il y a 50 millions qui ont été investis, sachant qu'il n'y avait ni la Coupe d'Europe, ni forcément l'attractivité qu'on aura dans quelques saisons. C'est pas des sommes équivalentes au Qatar par exemple ou aux Russes à Monaco, mais très très vite en investissant 50 ou 100 millions par mercato, tu as de quoi jouer le top 5 voire le podium de Ligue 1. Ouais, du coup ça commencerait déjà par se bâtir un effectif peut-être plus complet, puisque je peux me tromper, mais vous aviez quelques absents à Toulouse. Est-ce que ce sera toujours le cas contre nous? Alors on a quelques absents, on a Boudaoui qui va être encore suspendu, Cyprien devrait être trop juste pour revenir, Attal est blessé, si c'est pas jusqu'à la fin de la saison, pas loin, au moins jusqu'à avril. Donc voilà, il y a effectivement quelques absents, c'est un effectif qui, si on peut effectivement dédouaner Patrick Vieira de certaines choses, qui est un peu bancal, la défense notamment, qui est le gros point noir cette saison après avoir été notre point fort l'année dernière, a énormément changé au fur et à mesure des blessures, des méformes, des suspensions. On a du mal à trouver une stabilité là-dessus. Maintenant, on joue avec sur les 4 défenseurs, il y en a qu'un seul qui joue à son poste à Toulouse. On a recruté 2 latéraux au mercato d'hiver qu'on a vu à peine jouer. Dante, lui, devrait être de retour. Normalement, Dante devrait être de retour, ouais, effectivement. Ok. On va conclure par l'habituel pronostic, parce que tu penses a priori avoir une victoire de l'OGC Nice. Tu peux peut-être préciser un score, un buteur? Alors j'espère une victoire de l'OGC Nice, même au forceps, 1-0 ou 2-1. Je pense que ça sera plutôt, à mon avis, un match nul un partout. Toulouse, ça a été une victoire vraiment extrêmement laborieuse, voire chanceuse. C'est notre première victoire à l'extérieur depuis 5 mois et demi. La dernière, c'était à Rennes début septembre. M'étonnerait que on arrive là à enchaîner une victoire à l'extérieur, une victoire à domicile. Merci à Sky pour avoir pris quelques minutes de son temps pour nous répondre. C'était pas facile de trouver un Niçois d'ailleurs, puisqu'ils n'ont pas trop
sites de supporters. Ils n'ont pas trop de supporters tout court, peut-être. Mais... Je plaisante. Oula, tu vas avoir des problèmes. C'est pareil, c'est Yann qui a parlé. Et donc sur cette note légère, on va commencer cette analyse de Nice-Brest. Donc un Nice qui, comme l'a dit Sky, c'est pas mal, mais on ne sait pas pourquoi. C'est plutôt cohérent. Oui, mais on ne sait pas comment. Ça gagne, mais c'est déjà contre Toulouse, par exemple. On va prendre le dernier exemple. Des rares victoires à l'extérieur de l'OGC Nice cette saison. Ils mènent 1-0, ils sont à 11 contre 9 et ils prennent un penalty. Tout le monde gagne contre Toulouse en plus, normalement. Bah oui, même nous à l'extérieur. Même nous, on met 5 alors. On est là. Et Walter Benitez a apparemment fait un très gros match. Walter Benitez qui sera un des joueurs à suivre, je crois, Fanche le tient. Oui. Ça montre quand même une certaine fébrilité défensive qu'on avait d'ailleurs pu voir à Francis Leblay, puisque ça fait finalement pas très longtemps qu'on a joué Nice. C'est un peu l'impression qu'on avait fait un podcast sur Nice il y a 2 ou 3 semaines, mais c'est presque le cas. Donc depuis, Nice n'a pas vraiment progressé et il y a des voix qui s'élèvent un peu contre Patrick Vieira. Il me semble que justement Sky est plutôt sur cet avis-là. Voilà, c'est pas Nice profite un peu de la faiblesse de la Ligue 1 pour végéter un peu finalement. On voit qu'ils sont pas si loin que ça des premières places, non, mais c'est moi j'ai l'impression qu'ils sont un peu dans une saison de transition en fait, en attendant les moyens de l'été prochain, quoi. C'est avec Ineos. Moi je suis pas forcément emballé par cette équipe de Nice. A priori, tu parlais Yann du retour de Dante tout à l'heure, tu me disais que c'est une bonne nouvelle. Je pense que ouais, tu as plutôt raison. Il est assez fébrile. Derrière leur poste de latéral gauche, je sais que les Niçois râlent pas mal sur est-ce qu'on doit mettre Sarr, Nsoki, mais en tout cas c'est jamais tellement l'assurance tout risque. Ils ont des joueurs très importants qui sont absents. Je pense à Cyprien, qui nous avait fait beaucoup de mal à l'aller finalement avec ses frappes, notamment ses coups de pied arrêtés. Et Attal, j'allais dire Yvan Attal, c'est Youssef Attal. Il a un nom un peu breton. Hein. Oui, Youssef Attal, qui est un très bon joueur et qui devrait être absent du coup. Jusqu'à la fin de saison. Ah oui, jusqu'à la fin de saison carrément, d'accord. Donc il devrait être absent contre Brest. En tout cas, on lui souhaite. Donc moi, c'est une équipe niçoise qui... Enfin, franchement, ça fait partie du genre de match où on n'est pas bon extérieur, je sais, mais on peut espérer grappiller quelque chose, quoi. On ne part pas perdu d'avance, comme ça pourrait être... Je pense que c'est un match qui va ressembler à celui à Bordeaux. C'est possible. Où il y aura pas mal d'espace. Nice est quand même une équipe, en tout cas Patrick Vieira prône un jeu plutôt offensif. Après, peut-être que c'est un peu moins le cas sur le terrain, mais en tout cas, c'est son message. Il ne devrait pas y avoir une ambiance de dingue non plus. Donc on sera pas... Vendredi 19h en plus, c'est pas... Attends, week-end de carnaval, Ah bah ouais. tu vas pas au match, hein. Non, mais il y a moyen de faire un coup à Nice, je pense. Après, moi je suis pas trop d'accord avec Quentin dans le sens où c'est quand même une équipe qui est bien différente de Bordeaux. C'est-à-dire où, pour moi, Nice, leur point fort, c'est vraiment leur effectif offensif. Je veux dire, ils alignent Dolberg, Ounas, Claude Maurice. Bordeaux, c'était Jimmy Briand et... Non mais justement, c'est Après, sur l'aspect global humain, voilà, c'est ça. Après, Ounas, il joue quand même un peu tout ça. Il fait son dribble, il regarde le ballon, il refait un dribble. Je pense que si t'as un mec qui est accrocheur sur lui, il va vite, quoi. Claude Maurice, il nous avait fait mal l'année dernière aussi. Mais globalement, comme Bordeaux, Nice est assez faiblard défensivement, ils sont quand même plutôt offensifs, donc ça laisse des espaces dans le dos. Je pense que ça peut être un match ouvert et débridé. D'accord. En tout cas, face à deux équipes qui ont une forme similaire sur les derniers matchs. Sur les 5 derniers matchs, c'est 8 points, tous les deux. Donc il n'y a pas une équipe qui est en train de couler, une autre qui est en train de surnager. C'est vraiment un match qui sera équilibré, avec avantage Nice, évidemment, au coup de sifflet à coup d'envoi. Mais Brest a son mot à dire. Bon, Nice à domicile, c'est 7ème, avec 24 buts marqués, mais quand même 17 encaissés. Donc tu parlais d'un match ouvert. Je pense que ça rejoint un petit peu ce que tu disais. Et déjà 3 défaites. Autrement dit, 2 défaites de plus que Brest à domicile. Et dont une grosse branlée contre Nîmes. Au dernier match. Donc peut-être qu'ils vont vouloir aussi, sachant qu'ils restent sur 2 matchs difficiles, même s'ils gagnent à Toulouse, peut-être qu'ils vont vouloir se rassurer un peu défensivement aussi. Patrick Vieira va peut-être remettre les choses en ordre. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut... C'est toujours difficile d'envisager les rencontres avant qu'elles n'aient lieu. Du coup, on arrête là, hein, puisque apparemment... Non, mais je veux dire, on peut avoir des motifs, des arguments concrets, par exemple sur des joueurs blessés, des méformes, mais sur est-ce que ça va être un match ouvert ou pas, tout le monde ne peut pas avoir mon nez et savoir que, comme j'avais dit au dernier podcast, qu'il y aurait plus de 3,5 buts sur le match Brest-Saint-Etienne. Voilà, on ne peut pas tous avoir ce talent-là. Peu importe. Et du coup, où on... les hommes à suivre, peut-être, est-ce qu'on en a ou non, pas un peu de Brestois, peut-être. Ah, de Brestois. Nous, ça va plutôt bien. Hein. On s'est rassuré défensivement à l'extérieur à Rennes, où on avait
pas pris trop d'occasions, hein, finalement. Non. 2 tirs cadrés, il me semble. Une barre transversale, mais à part ça, il n'y avait pas eu de grosses occasions. On va essayer de continuer justement sur cette lignée. Ce serait bien d'enchaîner un deuxième match sans défaite à l'extérieur. Oui, Je crois qu'on l'a pas fait encore. face à des équipes qui sont quand même solides, costauds. Bah oui, Rennes, Nice, c'est des équipes du haut de tableau. Enfin, c'est des équipes qui peuvent, logiquement, viser une place européenne en début de saison. On l'avait dit après Rennes, même si on était un petit peu déçu avec l'arbitrage. Moi, 1 point à Nice, je signe tout de suite. Après, voilà, une victoire n'est pas pour moi à exclure. Franchement, en contre-attaque, peut-être, tu parles du match à Bordeaux, je pense qu'on peut le gagner ce match. Et maintenant, avec le recul, avec la confiance qu'on a commencé à acquérir sur les dernières rencontres face à Saint-Etienne, à Rennes, il faut garder tout positif de ces matchs-là pour aller vers la victoire à l'Alliance. Mais justement, cette confiance, on la trouve un match et finalement Dijon, le match suivant, voilà, c'est ça. On sait vraiment pas sur quel pied danser du côté brestois quand on va à l'extérieur. C'est difficile de heureusement qu'on a des bonnes bases à domicile parce que c'est vrai qu'à l'extérieur c'est quand même très compliqué cette année. Après, je pense que sur ce match-là, on a évoqué les 2 derniers matchs très difficiles de Nice. Je pense que si on ouvre le score, Nice, ça peut paniquer et vraiment se mettre dans... Enfin, déjà, beaucoup de Niçois parlent de crise alors qu'ils ont gagné contre Toulouse, mais ça peut vraiment leur mettre la tête dans le seau et... Il y a certainement le souvenir du match de Nîmes qui reviendra déjà. C'est ça, je veux dire. Autant Rennes, j'étais persuadé que si on marquait, ils auraient les capacités de revenir. Autant Nice, je suis pas certain qu'ils puissent revenir si on se retrouve devant. Et puis, on sent pas un état d'esprit guerrier à Nice. Il y a beaucoup d'individualité. C'est un peu neutre en fait comme équipe. T'as pas de, ouais, ça. Il y a beaucoup de talent, ça c'est individuel sûr, quoi. Mais il n'y a pas vraiment d'état d'esprit. Après, cette absence d'état d'esprit, Sky l'a bien dit, on le ressent autour de Patrick Vieira. C'est-à-dire qu'il ne couvre plus du tout ses joueurs. Contre Toulouse. Il les a allumés, non? Il les a allumés et c'est tout juste s'il était presque à dire ça aurait été mieux qu'on prenne le but, comme ça il serait peut-être enfin mis face à leurs responsabilités. Enfin, tu sens que pour moi, il a d'ailleurs dit on aurait été les rois des cons. Oui. Pour le citer, je crois qu'il a dit ça. Moi, pour revenir sur les Brestois, je pense qu'il va être très important. Ce qui va être très important, c'est le premier quart d'heure, parce que souvent on a tendance à Dijon. Je me souviens d'avoir regardé mon téléphone à je sais plus quelle heure le match avait commencé depuis 3 minutes de jeu. Il y avait déjà à Nîmes c'était la même. C'est compliqué les débuts de rencontre des Brestois. À Rennes, on n'avait pas trop subi sur le premier quart d'heure, même si c'est le moment où Rennes était un peu le plus pressant. C'est logique aussi, mais ne pas encaisser de but surtout très tôt. Et si plus le match va passer, plus les Niçois vont douter et plus nous on va prendre confiance. Ça va être dans ce sens-là. Donc ça va être tout bénéf si on arrive à rester dans le match le plus longtemps possible. Alors au niveau de la compo, est-ce qu'on garde une équipe qui gagne ou on fait quelques changements? Il y a quelques débats, notamment puisque Castelletto revient de suspension, pardon. Il y a toujours un Johan Cour qui peut prétendre à une place de titulaire après. Samuel Grancy reste sur une performance très convaincante, donc il y a quelques débats qui peuvent s'ouvrir. Diallo, apparemment aujourd'hui était toujours à part à l'entraînement, donc ça va être, je pense, trop juste pour Nice, sachant que le match est vendredi. Et qu'à mon avis, on devrait peut-être le revoir, j'espère, en tout cas pour Angers. À mon avis, de toute façon, il le refera jouer à domicile d'abord, peut-être le faire entrer, je sais pas. Comme Belkebla. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, la défense, on peut commencer par ça, du coup... Il n'y a pas vraiment à part Castelletto, Chardonnay... Mais est-ce que tu enlèves Chardonnay qui fait des bons matchs? Moi, non. Toi, non? Moi, je vois pas légitimement pourquoi non plus il l'enlèverait. Et après, il y a peut-être une question de statut. Après, on est aussi on n'est pas dans le monde des bisounours. Castelletto, ils veulent le prolonger, ils ont fait une offre de prolongation. S'ils le mettent pas sur le terrain, quel signe ça envoie? Peut-être que ça veut dire que déjà il veut pas prolonger, il est plus dans le projet. Auquel cas, il faut pas le mettre, ça sert à rien. Autant laisser des gars impliqués comme Chardonnay. En revanche, s'il est en hésitation, que tu comptes sur lui, moi je pense qu'il faut le faire jouer. Après, Castelletto, c'est pas l'assurance non plus. J'aurais bien vu, moi, Castelletto, Chardonnay pour voir. Oui. Et Duverne. Ça se passera pas. Hein, mais non, ça se passera pas, mais j'aurais. Pourquoi pas, quoi. Personnellement, je trouve qu'il n'y a pas plus de raison d'enlever Chardonnay que d'enlever Duverne et vice-versa. Si ce n'est que, évidemment, Chardonnay et Castelletto n'ont quasiment jamais joué ensemble cette année. Duverne et Castelletto l'ont fait récemment, donc je pense que ça va être ça, on va retrouver cette charnière. Mais Duverne à l'extérieur... Oui, Chardonnay... Même à domicile. Pour moi, sur le deuxième but stéphanois, c'est un peu lui qui est fautif. Plus que Romain Perrault, peut-être. Parce que il y a trop d'espace entre Diony c'est qu'il y a un avant-centre, donc techniquement c'est plutôt à un défenseur central de le prendre. Et au final c'est plutôt Perrault qui essaye de récupérer l'erreur. Après chacun a son avis sur la question, hein. Mais
Enfin, le problème, c'est que Duverne, autant c'est un bon joueur, il fait beaucoup de choses bien, mais autant il y a toujours cette erreur qui apporte un but adverse. Et j'ai vraiment l'impression qu'à chaque fois, quand je vois Duverne, quand il a le ballon, je pense à cette possible erreur qu'il peut faire. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pas trop confiance en Duverne, mais je ne demande qu'à l'avoir. Et il pourra progresser de toute façon. Oui, tout à fait, il est encore jeune. Et ce qui est dingue, c'est qu'on est en train de faire un débat et on n'a pas cité une seule fois encore Denis Blanc, qui pourtant avait fait un bon début de saison. Et il coûte 0 €. Ouais, mais c'est vraiment frustrant, je trouve. J'aurais bien aimé savoir ce qui s'est passé pour m'expliquer le pourquoi du comment, parce que je trouve ça injuste, et peut-être qu'il y a des raisons concrètes et valables qui sont propres au coach et qu'on ne connaît pas. Mais moi j'aimais bien Ben, il a eu un petit coup de moins bien peut-être, mais de là, et là je pense qu'il paye vraiment quelque chose, je sais pas. Sur la défense, il y a aussi le latéral droit. Bello ou Faussurier? Pour moi c'est kiff-kiff. Pour moi ce sera pas un scandale que ce soit l'un ou l'autre en fait. Que je m'en fiche un peu que ce soit l'un ou l'autre. Il n'y a pas de raison de changer Bello. Non. Il est solide, quoi. Il est solide. Mais Faussurier a fait une bonne première partie de saison, donc. Moi, je vais être très très cynique, mais je pense, connaissant le passif de Gaëtan Bello, que de toute façon, il va pas tarder à se reblesser. Ah oui, c'est. Donc autant en profiter pour que Faussurier vraiment reprenne les forces, se repose. Enfin, je pense que les deux joueront d'ici à la fin de saison. Tant que Bello peut jouer, autant qu'il joue. Après, c'est peut-être le joueur sur lequel j'avais le plus peur quand il avait le ballon contre Saint-Etienne. Parce que je le sens pas dans la maîtrise technique. Et ça, Bello, ça reste un joueur bon joueur de Ligue 2. C'est peut-être le meilleur latéral. Enfin, s'il joue en Ligue 2, ce sera le meilleur latéral droit de Ligue 2. Mais il est il est pas très rapide, il est pas très technique. Je sais même pas si ce serait le meilleur latéral droit de Ligue 2. Franchement, il est un peu vieux maintenant. Il n'y a pas grand-chose en face non plus. Donc. Oui, c'est vrai. Ouais. Voilà, mais c'est un latéral très solide en Ligue 2. Michelin qui est bon à Lens. C'est vrai. Et Clément Michelin, Forest B29 d'ailleurs. Enfin, j'ai plus peur que moi le Bello il perd sa place à la régulière, quoi, parce qu'il est pas suffisamment bon et que Faussurier. Après ça on peut pas critiquer, c'est le jeu, c'est le principe de la concurrence. À gauche, moi je remets Perrault du coup. Oui, voilà, il y a plus de débat. Hein. Bah si, parce que tu disais toi-même que c'était quand même précaire. Enfin, je veux dire, il irait sur 2 bonnes performances. Mais, oui, mais si on l'enlève maintenant, c'est lui casser sa dynamique. Il n'y a aucune raison. Enfin, tu t'enlèves pas un joueur alors qu'il fait ses 2 meilleurs matchs de la saison et qui sont en plus 2 très bonnes performances. Et en plus, il retourne à Nice. Et tu as dit depuis la nuit des temps qu'il allait marquer son premier but. Bien sûr, ce sera mon avis à suivre. Milieu de terrain, bien sûr, on va Harry Belkebla, puis après le reste autour. Hein, c'est Harry et les autres. Hein. Ah bah oui. J'aimerais bien voir Magnetti un peu plus longtemps que 10 minutes. Après, c'est mes préférences personnelles plutôt que. Moi, je suis plus rassuré avec Batoko qu'avec Magnetti, mais Magnetti peut très bien rentrer en jeu. Il faut aussi du turnover. Donc, et après, devant. Et Lann on laisse moi, Lann à l'extérieur, je suis pas convaincu. Moi, ce serait peut-être Magnetti plutôt que Lann. Les meilleures performances de Lann, je trouve que c'est irrégulier. Et la taille, tu veux dire? Oui, effectivement. Mais il saute pas haut. Non, c'est sûr, mais. On l'avait bien pointé contre Dijon quand on a aligné Batokyo et Magnetti. Bon, c'était Ndong en face, hein. C'est pas un petit bébé non plus, mais physiquement on était mangé. Là où Lann peut au moins. Ouais, mais Lann à l'extérieur, franchement. Mais à Dijon, il n'y avait pas Belkebla. Là, il y a Belkebla, donc. Ouais. Lann, je pense que Magnetti est plus à même de gagner un duel aérien que Paul Lann. Et devant, du coup Cardona, pour moi Cardona, on en a parlé après Rennes. Tu voulais un peu le mettre sur le banc, pas par rapport à ses. Parce qu'il est mauvais, hein. Mais non, c'était parce qu'à Rennes, j'ai trouvé émoussé à Rennes. Peut-être reprendre un peu de fraîcheur dans sa tête pour peut-être analyser un peu les matchs de l'extérieur aussi. Et pour moi, Cardona est indispensable parce qu'il apporte quelque chose que personne d'autre n'a. Ah oui, c'est-à-dire la vitesse, la profondeur. Il a 6 buts déjà. Oui, c'est le meilleur buteur du club. Il a un peu il est un peu foufou aussi. Il apporte cette folie et c'est agréable. Il est un peu imprévisible en fait. Parce que avec des joueurs comme Grand Cyr, même lui, je pense des fois, il sait pas ce qu'il fait. Mais tant mieux. Mais pour reprendre un grand humoriste du XXIe siècle. Ah, j'ai peur. Oula. Je pense que Cardona est ce genre de joueur qui peut marquer à n'importe quel moment, même qu'on a des équipes vraiment beaucoup plus fortes. Si je devais parier sur un buteur brestois, ce serait instinctivement Cardona. Bah, déjà, de par sa vitesse, il se procure des occasions. En fait, il se procure beaucoup d'occasions. Il y a en face, peut-être. Ouais. Oui, en plus. C'est pas sa vitesse qui caractérise. Et évidemment, Charbonnier, on le laisse. Hein. Bien sûr. C'est peut-être le premier qu'on note sur la feuille de match, Charbonnier. Et maintenant, Cour ou Grand Cyr. Cour ou Grand Cyr, c'est ça la question. Ou Autrette, aussi.
Toi, t'étais malade, donc à mon avis, il sera guéri. Hein, il en manque soit le coronavirus. Mais non, ouais. Ce qui est bien, c'est que là, on est en train d'hésiter sur la compo, mais on a des choix plutôt. Des choix de riches, tu disais tout à l'heure. En tout cas, c'est des bons choix. C'est soit Grand Cyr en forme, soit court, donc c'est bien. Mais pour moi, étant donné que je vois un match un peu similaire que contre Bordeaux, logiquement, je laisse Samuel Grand Cyr, puisqu'il avait été très bon à Bordeaux. Et pour moi, c'est un match comme il les aime, quoi. Il y aura beaucoup d'espace et des défenseurs qui sont aussi des attaquants, donc qui sont peut-être pas aussi bons défensivement que des joueurs un peu plus peut-être des centraux qu'on mettrait à. Est-ce que Grand Cyr défend assez? Je l'ai vu bien défendre contre Saint-Etienne. Et peut-être que le fait qu'il aime Perrault aussi le force aussi à aider son collègue. Ouais. Tu dis évoquer le bon match de Grand Cyr contre Bordeaux pour écarter Court, qui a eu fait 2 passes décisives contre Bordeaux. C'est vrai, mais est-ce que il n'y avait pas Cardona? Voilà, je te rejoins, je garde Grand Cyr simplement sur la forme. Cynique Football Club ce soir. Oui, tout à fait. Mais non, Grand Cyr pour moi aussi. Voilà. Et donc vos hommes à suivre maintenant. Du coup, je rebondis parce que côté niçois d'abord. Côté niçois d'abord. Benitez. Parce que c'est le gardien et qu'il est très bon depuis des années. En fait, depuis 3 ans, je dirais. Il avait eu des débuts compliqués à Nice. Pour avoir suivi un petit peu ce qui se dit autour de lui depuis quelques temps, parce que c'est un gardien que j'apprécie. Des gens en Argentine disent qu'il serait en sélection argentine, enfin dans le groupe argentin, s'il jouait pas à Nice, parce que Nice n'est pas du tout suivi là-bas et que voilà. Et que niveau gardien argentin. Ouais, c'est ça. Et s'il jouait en Angleterre ou en Espagne, il y a fort à parier qu'il serait dans les 23 argentins. C'est un très bon gardien qui est un peu comme Gauthier Larsonneur, pas très grand. Il est en fin de contrat à Nice, donc on va voir ce que ça donne l'année prochaine. Où est-ce qu'il va rebondir? En revanche, j'ai aucune idée de son âge. Il est pas très vieux. Hein. Mais pour moi, il a sauvé Nice à Toulouse l'année dernière. À l'aller contre nous. Et puis à de nombreuses reprises depuis. Voilà, c'est vraiment un gardien solide de Ligue 1. Quoi. Et puis une constance au niveau qui est maintenant. Qui n'est plus approuvé. Ouais, et qui on se demande finalement pourquoi il est toujours à Nice. C'est ça. Tant mieux pour Nice. Hein, mais... Non, c'est sûr. Ouais. Peut-être qu'avec justement les moyens financiers de Ineos maintenant, on parlera évidemment pas d'Ineos, hein, les fans de cyclisme. Les fans de cyclisme que nous sommes évidemment contre Nice maintenant que Ineos a racheté le club, mais justement peut-être qu'ils lui offriront un pont d'or pour rester, et pas un pont d'or. Ce serait une erreur. Pas idéal de prendre pont d'or pour être dans les buts et pour le foot tout le convaincre Benitez de rester. Donc, Yann, ton homme du match? Yann, ouais. Non, c'est. Alors, côté niçois, pour moi, c'est un vieux copain d'Olivier Dalloglio, c'est Pierre Lesmelou. C'est vraiment l'homme fort de Dijon cette saison. Je crois que c'est 5 buts et 6 passes décisives ou l'inverse. Enfin, en gros, il est impliqué sur 11 buts. C'est peut-être leur meilleur joueur au milieu de terrain, dans le sens où c'est un mec qui sait défendre et qui sait attaquer. Buteur à Toulouse. Franchement, il a dit buteur à l'aller. À l'aller, il y avait déjà eu beaucoup de Olivier Dalloglio, retrouvailles, Pierre Lesmelou. Maintenant, le match est 2 mois après, donc ils vont pas refaire les mêmes. Par contre, faut pas le laisser tirer au 20-25 mètres, parce qu'il est plutôt bon artificier. C'est un peu un Paul Lannes plus. Oui. Il est pas très rapide, mais il est plus technique. Il est plus dans toutes les catégories finalement, mais. Et de mon côté, ce sera Kasper Dolberg qui, après des débuts un peu compliqués avec Nice, il n'a pas non plus des situations faciles avec des ailiers notamment qui jouent un peu seuls. Mais il revient bien, il marque des buts, et on sait que pour un attaquant, c'est quand même très important de marquer des buts, de voir le ballon toucher les filets. Et c'est quand même l'un des plus... Il s'est un peu perdu depuis 18 mois, mais ça restait l'un des attaquants les plus prometteurs d'Europe. Donc c'est pas un mince exploit de l'avoir fait signer à Nice. Et... Je vais juste compléter sur son retour en forme. Il revient bien en forme depuis que Louzamba est de retour dans le groupe. Vraiment, les deux, ça marche très bien ensemble. On sait que Patrick Vieira est capable de le sortir. Qu'il le fasse. Et, du coup, c'est peut-être un duo plus à surveiller. Et côté brestois, Yann, on va commencer rapidement par toi. Moi, je ne vais pas traîner trop, parce que c'est Irvine Cardona. Je crois que c'est quasiment lui que je donne 1 semaine sur 2. Oui. Voilà, on a déjà dit pourquoi, donc je ne vais pas m'apesantir dessus. Moi, ce sera Romain Perrault, retourne à Nice. Il est sur une bonne dynamique, donc j'attends de voir ce que ça va donner et j'espère être
satisfait de voir son premier but en Ligue 1. Moi, ce sera Gauthier Larsonneur, parce que déjà, il aura un pendant niçois, donc qui est, comme on l'a dit, qui est de qualité. Et alors, depuis quelques semaines, c'est un peu Moins décisif. moins décisif. Et après, il n'a pas non plus beaucoup de choses à faire. Hein. Contre Rennes, il n'y avait pas grand-chose. Contre Saint-Etienne, il a bien fait. Il a sorti une grosse parade face à Diony, il me semble. Oui, à 3-1. À 3-1. Mais voilà, il était un peu en difficulté au niveau du jeu au pied aussi. Contre Saint-Etienne. Après, rien de dramatique. Hein, mais voilà, je pense qu'il aura beaucoup plus de choses à faire face à une équipe niçoise qui est quand même assez offensive, avec des individualités, on le dit, on le répète, qui sont quand même assez imposantes. Et je m'attends à du travail pour l'Arsenal et j'espère qu'il le fera avec brio. Et juste pour rappel, au match aller, il avait il est son meilleur match, excellent et avait obtenu la note de 8 sur 10 dans l'équipe. On demande la même chose. Ah bah, Minimum. la même chose, messieurs, dames. Et Paris, on va finir par peut-être On finit par les paris, ouais. Est-ce que c'est possible que je donne un pari fun et un pari plus. Ou vous n'en voulez qu'un seul? Ça y est, maintenant il a sorti un pari. Maintenant, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Non, C'est mais. du grand n'importe quoi. Parce que j'avais envie de tenter Maintenant, Romain Perrault buteur. Parce que sur son ancien terrain, mais bon, c'est quand même un défenseur, donc. Ça sera C'est. Ouais, même plus que ça, je pense. Ouais, 11, Attends, bah, il n'y a pas les cotes je pense pas. Pas des buteurs encore. Les autres, oui, mais pas des buteurs. Et sinon, mon pari, ça va tout simplement être la grosse cote. Une grosse cote, c'est Brest vainqueur. Brest vainqueur à Nice. Buteur. Alors. Romain Perrault, 10,50. Oh, Yann, t'es vraiment le connaisseur Si en tu pari. mets 20 €, Je perds 20 €, c'est ce que tu viens de dire. non, tu gagnes 200 €. Yann, ton pari. Je vais partir sur un pari plus safe qui est un peu original. C'est Brest gagne une des deux mi-temps, moi. Donc, soit on gagne la première, soit on gagne la deuxième. Et c'est coté à 2,10. Ah oui, Je nous vois bien gagner la première, puis éventuellement se faire rattraper en deuxième. très bien. Alors que tu as dit tout à l'heure que si on ouvrait le score, on avait de bonnes chances de gagner. C'est vrai. Aïe. Alors de mon côté, je vais mettre, donc je vois un match avec pas mal de buts, comme toi la semaine dernière, comme tu n'arrêtes pas de le répéter. Oui, parce que je sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière. Tout le monde a gagné, hein, précisons-le quand même. Je vais mettre, Bon, il y a plus ou moins de panache, c'est certain. je vais mettre plus de 4,5 buts dans le match. Ah, c'est encore là, Là, c'est- moi je sens un 4-3 ou un truc solide. tu parles bien de Brésil, c'est pas de PSG Dortmund qui est à la télé. Oui, hein. tout à fait. Ok, Jérôme Bretagne, il va se calmer maintenant. Moi, je vois du but en veux-tu, en voilà, du match, de la partie qui va d'un but à l'autre. Beaucoup d'occasions, beaucoup de buts. Par contre, s'il y a vraiment 4-3 la semaine prochaine, Ah bah là, on va moi, entendre moi, parler du pays, de l'arrière-pays niçois. C'est la victoire modeste, moi. la Nice, Contrairement à je suis certains d'accord. de voilà. J'ai très hâte qu'on reparle de Nice, parce que Nice est également lieu de départ Du Tour de du France. Tour de France Ah cette oui, c'est année. vrai. Alors, par contre, honteux. c'est avantageux. Et- 3 étapes. Et le mec. aussi la fin de Paris-Nice. Ça, c'est scandaleux. Tous les ans, Comme Paris-Nice, tous les ans. ça se termine à Nice. Jamais ça ne va en Et là, on Bretagne. n'entend pas Grégory Lorenzi dans les médias pour se plaindre. Complot, moi, je vous dis. Ah, sur cette note vélocipédique, En tout cas, bientôt sur. Parce que quand la saison de football va Non, mais s'arrêter, ça serait Brest-Tonnerre intéressant. va se transformer en non, mais Brest. c'est vrai. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir un podcast cyclisme quand le Tour de France, alors peut-être pas avec tous les intervenants de ce podcast, Yann mais ira peut-être savoir avec, qui a fait. avec quelqu'un d'autre qui Ah oui, remplacerait oui. Yann à l'occasion. Si on peut inviter Marion Rouge, je veux bien m'occuper des invités. Pour la petite anecdote, juste, la seule fois où j'ai regardé du vélo avec Yann, il est arrivé chez moi, Thibaut Pinot a senti une douleur à la cuisse et il a abandonné. Ce mec est un giga chat noir. Donc, pas avec Yann, le podcast vélo. Non, de toute façon, il n'y aurait aucune valeur ajoutée avec Yann. Non. On va pas Je se mentir. précise qu'Alaphilippe a perdu Et le maillot le jaune. jour même, t'étais allé me voir un match au Roudorou. Alors, je veux te dire, franchement, tu devrais être banni. Bon, en parcage visiteur, mais. Et que la Philippe, quoi? A perdu le maillot jaune ce même jour en plus. Ah oui, non, mais. Et qu'il y avait eu le déluge. Ah oui, et le mec avec sa pelleteuse. Non. On devrait l'inviter dans le podcast. Et le mc, il enlevait l'eau, puis ça revenait. Enfin, il pourrait encore y être que ce serait la même chose. Quoi. Non, mais si ça vous intéresse, Un podcast vélo. peut-être ça commence quand ça commence Le 27 il y a avril. les Jeux Olympiques. Le 27 avril. J'ai tellement hâte. Je crois que c'est 27 juin. 27 juin. Super Il y a tôt. les Jeux Olympiques. Donc, il y a la course. Tu veux proposer un podcast Jeux Oui, un podcast tir à Omnisport. l'arc. Un podcast tir à l'arc. Est-ce que ça vous intéresse? Un podcast tir à l'arc.
Non mais vraiment, sérieusement, est-ce que ça vous intéresserait On posera la podcast question sur peut-être, Internet, de toute cyclisme façon. avec, on pourra peut-être demander à Valentin Madouas Bien sûr. de venir. Bon après, on sait jamais. Tous les rêves sont permis. Vas-y mon grand, vas-y. T'es grand, t'es très grand. Allez Godu. Mais en tout cas pour ce podcast 30, on verra pour le podcast 56, hein, pour podcast vélo, podcast spécial, podcast bonus numéro 1. Mais pour ce podcast 30, c'est terminé. On espère que ça vous a plu. C'était un podcast, somme toute, habituel, hein, pas de révolution. On va pas s'entêter tous les semaines non plus. Non, c'était dans le contenu, en tout cas, c'était bien. C'était bien. On espère que ça vous a plu. Et ben, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, hein, pour débriefer le match contre Nice et préparer celui contre Angers. Un match encore une fois important. Faudra pas qu'on dérape sur Angers par contre, parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur la ville d'Angers. Voilà, Mais c'est compliqué. on sent Angers, Yann, il a déjà envie de le faire le podcast. il trépide. Ça va partir en pédophilie et autres. On connaît maintenant le passif du président d'Angers. Voilà, c'est Vanny. Chaban. Raïs Chaban. À 8h15 ce jour-là, il rejoint son bureau. Mais on va vous donner donc rendez-vous même heure, même endroit la semaine prochaine. Et petite chose pour finir, maintenant nous sommes disponibles également sur YouTube. Absolument. Donc n'hésitez pas à aller visionner les podcasts sur YouTube. Ça va s'améliorer au fur et à mesure des semaines, parce que là on a lancé vraiment un peu comme ça pendant les vacances, quand on a du temps. C'est aussi l'occasion de faire progresser le podcast. On va faire évoluer tout ce qui est qualité audio, visuel dans les semaines à venir. Messieurs, à la semaine prochaine et allez Brest. Ouais, salut, à la semaine prochaine.